Chères téléspectatrices, téléspectateurs de Zouk Télévision, bonsoir, bienvenue dans votre émission favorite, le kiosque, que j'ai la chance d'animer avec nos chroniqueurs que je vais vous présenter dans un instant. Et je vais bien évidemment formuler mes vœux d'épargnement. J'espère que la tempête Brett ne vous a pas fait trop de méchanceté, trop de misère. Nous allons d'abord, juste succinctement au début de l'émission, en parler un petit peu. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marie-Laurence Delors. Merci. Bienvenue, merci de ta présence. Et comment vas-tu et puis ton actualité? Oui. Alors, mon actualité. Bon, d'abord, je voulais dire bonsoir à l'ensemble de nos chroniqueurs ici. Et puis, bonsoir à ceux qui nous écoutent. Et puis, souhaiter joyeux anniversaire à une dame qui est toujours auprès de nous, mais derrière. À savoir Manuela Montlouis. Ah, Manuela. Joyeux anniversaire, Manuela. Joyeux anniversaire à Manuela. Donc, mon actualité est la suivante. D'abord, lors du journal de Martinique Première, il y a eu un hommage que j'ai trouvé trop rapide à Georges Gratien. C'était pour ses 31 ans, pour être précise, de sa mort. Or, Georges Gratien, c'est l'initiateur de la politique d'assainissement de la ville de Fort-de-France. Et je crois qu'on a tendance à l'oublier, et la question de l'effacement de Georges Gratien, moi je souhaiterais qu'on puisse remettre à l'ordre du jour. Donc cet homme qui a été le premier adjoint lors du premier mandat de Césaire pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'à la fois, lorsque Césaire arrive en 1945, il est élu maire et en même temps député. Et donc, Gilbert Gratien, c'est son premier adjoint. Et on le sait bien, à l'époque. Georges Gratien, c'est son premier adjoint. Et donc, premier adjoint comme l'a été après à l'ICAR. Pendant 10 ans, il a pu mener une politique d'assainissement de la ville de Fort-de-France. Donc, contrairement à ceux qui vont sur les journaux ou sur les tréteaux et qui oublient ce grand monsieur qui appartient à l'histoire de Fort-de-France. Et allez voir à Fort-de-France, il y a une rue Gilbert Gratien. Georges Gratien. Oui, je sais que c'est le poète. Et donc, et Gilbert, c'est son frère d'ailleurs. Voilà. Ouais. Et donc, d'autant plus que Césaire disait de Gilbert Gratien que c'était un homme du peuple. C'était le premier intellectuel martiniquais moderne au sens où Gilbert Gratien était intransigeant du point de vue de la vérité et aussi de la liberté vraie. Très bien. Donc, dire ça aujourd'hui de Georges Gratien, c'est aussi enrichir notre patrimoine, parce qu'on a tendance à oublier tous ceux qui font la ville de Fort-de-France et ceux qui ont construit cette ville. Donc, je voudrais lui rendre hommage aujourd'hui. C'est un hommage qui est entendu, c'est un hommage qui est reçu. Et... Alors, j'espère qu'il y aura une rue, un bâtiment, un monument à Fort-de-France pour Georges Gratien. Voilà, très bien. Voilà. En tout cas, le message, il est passé. Je ne sais pas s'il est entendu, mais en tout cas, il est passé. Voilà, très bien. Merci. Philippe Saint-Cyr, bonjour, bonsoir, comment vas-tu? Ton actualité? J'espère que Brett ne t'a pas fait trop de misère chez toi. Non, il m'a fallu élaguer, nettoyer, mais enfin, ça maintient la forme. Alors, moi, l'actualité, bien sûr. Alors, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit sur Georges Gratien, qui est un grand homme, un homme politique de grande dimension, et il fait partie de l'histoire de la Martinique. Et j'ai eu l'avantage de le croiser, de le connaître. Il était un peu allié à notre famille et je le côtoyais relativement souvent. Mais c'était un homme remarquable, d'une ouverture d'esprit. Et je l'ai connu à la première mandature conseil régional. Il était effectivement conseiller régional. Il exerce à quelle profession ?
Il est avocat, un avocat célèbre, puisque, n'est-ce pas, les causes qu'il a pu défendre. Il y a un très beau discours de lui. Ah, mais c'était un type magnifique. Alors, je termine. Alors, peut-être Michel va prendre la succession sur Georges. Effectivement, je partage ce qu'il vient de dire. Il devrait y avoir, effectivement, au moins une rue ou le nom d'un bâtiment en mémoire de Georges Gracian. Je soutiens totalement cette demande. Alors, mon actualité, très rapidement. Hein. Deux, très rapide. J'ai été frappé avant, bien sûr, l'arrivée de Brett, de la violence qui ne cesse de se développer en Martinique. Et le problème n'est pas tellement celui, n'est-ce pas, de mettre en place des gendarmes, des dizaines de gendarmes, mais le problème va plus loin, parce que si chaque fois il faut ouvrir une enquête, vous savez bien qu'il faut beaucoup d'enquêteurs. Et le problème, moi, que je trouve particulièrement inquiétant, c'est que je ne pense pas qu'il y ait suffisamment d'enquêteurs, après avoir entendu d'ailleurs la procureure de la République, pour mener les enquêtes et arriver aux coupables. Et là, c'est un gros problème, car si on continue dans cette direction, eh bien, les coupables ne seront pas sanctionnés. Et voyez un peu le désordre auquel on parviendra. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est le colloque qui vient de se terminer, organisé par le député européen. Je trouvais que son intitulé était magnifique. Les Outre-mer, des solutions. Ça veut dire quoi? C'est le nouveau regard que nous devons avoir sur nous-mêmes et que les autres doivent avoir sur nous. C'est-à-dire que nous ne portons pas des problèmes, nous portons des solutions. Des solutions pour l'Hexagone, des solutions pour nous que nous innovons, nous inventons, et des solutions aussi pour les autres territoires. Alors malheureusement, Brett s'est invité à ce colloque, mais je ne sais pas si l'on a respecté la philosophie profonde de l'intitulé. Il me semble qu'il y avait un aspect politique très marqué. Voilà mes deux actualités, Charles. Très bien. Merci. De toute façon, à propos des soucis, on va aborder un thème en particulier qui concerne l'actualité de la Martinique. Michel Bonchy, rédacteur en chef de Justice, comment vas-tu? Bonsoir, ton actualité de la semaine. Bon, alors, je ne peux qu'amender dans le sens de ce qu'a dit tout à l'heure notre chroniqueuse Marie-Laurence Delors à propos de Georges Gracian. Bon, chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, je rappelle que Georges Gracian a été maire adjoint de Fort-de-France de 1946 à 1956-57. Bon. Et dans l'iconographie et dans ce que l'on dit habituellement de l'histoire de Fort-de-France, je dois dire que je suis toujours indigné du fait que l'on dise que c'est Aliker. Aliker, sans rien enlever à ses mérites et à sa rigueur morale, parce que Aliker est resté marxiste, bien qu'ayant suivi Césaire au PPM, Aliker est resté marxiste jusqu'à la fin de sa vie. Philippe et moi, nous sourions malicieusement. Hein. Enfin, bon. Oui, parce qu'il avait 100 ans passés, et qu'on lui demandait s'il était athée, il répondait « oui, je suis athée ». C'est fort, parce qu'à cet âge-là, en général, on prend des accommodements avec le ciel. On ne sait jamais. On ne sait jamais, oui. Selon le fameux principe pascalien. On va remettre ça. Selon le principe pascalien, c'est exactement ça. On peut arriver là, et puis Saint-Pierre regarde, ah bon? Ou t'es athée? Mais on va mettre en enfer. Pour fait. Pour revenir à Gracian, c'est vrai que Gracian a joué un rôle important. D'autant plus que, à l'époque, il faut savoir que les conditions d'exercice du mandat de député étaient extrêmement difficiles et qu'on allait en France en bateau. Oui. Ce qui fait que Césaire avait
un domicile à Paris. Oui. Et je peux même vous dire où. C'était à la rue Monsieur le Prince, dans le 5e arrondissement. C'est la petite rue qui sort du Luxembourg, n'est-ce pas, et qui aboutit à Odéon. C'est là que se trouvait le domicile. Et c'est là que Césaire habitait avec sa femme, Suzanne Césaire. C'était 3 semaines de voyage, j'imagine. Bon, c'était 3 semaines de voyage. Par la Colombie, avant même avec d'autres bateaux. Il y a eu un autre bateau que je connais bien d'ailleurs, qui s'appelle le Sagittaire, que tu as peut-être connu. Bon. Alors, mais ce qui est important de dire, on pourrait en parler longuement, non seulement il a joué un rôle dans les premières actions sociales d'une manière générale, les crèches, les écoles, n'est-ce pas, l'assainissement. D'ailleurs, Aliker disait que les caniveaux de Fort-de-France, c'était de la typhoïde à ciel ouvert. Et c'est Gratien qui a éradiqué tout cela. Bon, par conséquent, mais il a été aussi un grand leader politique. Et je ne peux pas oublier qu'il n'a pas quitté le Parti communiste quand Césaire a quitté le Parti communiste. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne lui rend pas hommage. Oui, je suis d'accord. Il y a un effacement de sa mémoire. Et ça, je trouve ça... récemment, et j'en terminerai là-dessus, récemment, on a parlé à la télévision de France Inter du procès des 16 de Basse-Pointe. Oui. Les 16 de Basse-Pointe, c'est des ouvriers qui avaient, contre l'exploitation, enfin, accusé d'assassinat d'un béquet qui s'appelait Guy de Fabrique et qui a été jugé à Bordeaux. Et Garcia a été l'un des brillants défenseurs des 16 de Basse-Pointe, mais il y a eu d'autres procès. Il a été d'ailleurs un grand avocat politique aussi. Bon. Et il y a eu l'affaire, tu as parlé de ce fameux poème, il y a eu l'affaire du Lamentin en 1961. La fusillade. Lorsque il y a eu trois morts tués dans le dos par les forces colonialistes. Par les gendarmes. Par les gendarmes. Il a fait un poème. Et je m'excuse, j'ai beaucoup d'émotions. Gratien m'avait pris en bonne passion. Il m'avait dit un jour, Branchi, tu ne connais rien. Bon, je suis arrivé au Parti communiste, bardé de diplômes et de connaissances théoriques. Il m'a dit, Branchi, il faut que si tu veux connaître le peuple, viens. Je fais des auditions. Il était à l'époque maire de Lamentin. Il m'a dit, viens le jeudi matin. Je venais avec un autre camarade qui s'appelait, on peut rendre son hommage, Yves Holo aussi, qui était inspecteur des impôts. Et votre cas assise, votre cas coûté, et il jouait le rôle que jouaient les maires à l'époque. C'était pas seulement un administrateur, comme disent certains. Certains disent qu'un maire doit être un chef d'entreprise. Ah bon, c'est ça? La théorie néolibérale a gangréné l'esprit public. Non. On venait lui raconter des affaires de famille, il tranchait, c'était à la fois l'homme politique et l'avocat. Et on lui confiait des affaires de famille. Et il tranchait des affaires politiques, il écoutait le peuple. Et c'était extrêmement instructif. Donc voilà quelques éléments sur l'homme qu'a été Gratien. Et il a été un grand avocat, un grand homme politique, un grand administrateur, et aussi un grand communiste. Un grand communiste, mais surtout, il est animé de la passion
du bien public et de la gestion de l'argent public. C'est-à-dire que pendant son mandat à la ville de Fort-de-France, Pierre Solotto pas été en dehors du parking de la ville de Fort-de-France, grâce à vérifier que les voitures de la mairie rentraient le soir dans le parking de la ville de Fort-de-France et que les gens n'utilisaient pas les véhicules municipaux à des titres personnels. Très bien. Ok? Voilà ce que. Voilà. Et ça, je pense que beaucoup de gestionnaires d'aujourd'hui devraient en prendre de la graine. En tout cas, le message également est passé. Merci beaucoup pour Alors, ce témoignage. Oui, voilà. En 2 mots. Oui. Alors, le Parti communiste français vient de faire apparaître dans sa revue Cause commune les actes du colloque du PCF sur l'outre-mer, dont on a parlé déjà à plusieurs reprises. Et il y a là-dedans donc toute une série d'interventions intéressantes sur l'évolution institutionnelle, puisqu'il y a eu beaucoup d'intellectuels, d'avocats, de juristes et de députés, d'hommes politiques, et en particulier, j'attire l'attention sur la contribution. On a beaucoup parlé de ça ici, sur la contribution de Corinne Mancé-Caster, qui est professeure de linguistique à la Sorbonne, sur l'usage des mots, comment les mots peuvent véhiculer des concepts assimilationnistes et colonialistes. Par exemple, le mot outre-mer. Donc, je vous invite, Cause commune, tapez, c'est en ligne, c'est la revue, et nous allons signaler ça dans le prochain numéro de Justice. C'est les actes du colloque sur l'avenir de l'outre-mer. Et je vous signale que dans ce colloque du PCF, il n'y avait pas que des communistes à s'exprimer, mais il y avait de nombreuses contributions, disons, de la gauche. Par exemple, il y a la contribution de quelqu'un que nous avons reçu la semaine dernière, c'est Justin Daniel, par exemple. Voilà. Donc, très bien, oui, tout à fait. Donc, merci pour ces témoignages. Alors, effectivement, Georges Gatien est célèbre pour son texte à propos de la tragédie de mars 61, quand les ouvriers avaient été tués par les gendarmes, ce dont tu parlais. Ouais. Et il avait parlé de la répression policière contre une grève d'ouvriers. Et c'est important, effectivement, de se souvenir de lui. J'adresse mes sympathies les plus appuyées à sa famille, qui fait un travail extraordinaire. Ses descendants qui font un travail extraordinaire pour la continuation et la pérennité de sa mémoire. Le maire actuel, Zobda, oui, épousait une des filles de Gatien. Hein. Je crois une petite fille. Petite fille. Petite fille, ouais. Voilà, absolument. Ouais. Tout à fait. Oui. Voilà. Il ne faut pas se tromper de génération. C'est notre génération. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est à elle que je pensais, puisque j'ai eu l'honneur de prêter ma voix pour la lecture de ce discours, à l'occasion donc de la date anniversaire de ce drame. Enfin voilà. Il méritait bien évidemment ce moment de rappel et de mémoire. Bien, nous allons aborder, alors très rapidement, Brett, plus de peur que de mal, si vous voulez bien dire un petit mot, puisque c'est quand même l'actualité. Alors Marie-Laurence ? Oui, merci. D'abord, une remarque générale. Il est toujours très difficile, du point de vue scientifique, de prévoir la trajectoire d'un cyclone. La science, c'est quelque chose qui a à voir avec approximation, estimation, et on va vers le plus juste. Donc, c'est tout à fait dans l'ordre de la science qu'on ne puisse pas dire, c'est aujourd'hui, à telle heure, etc. D'accord ? Donc, il y a ça. Mais le problème, c'est pas celui-là. Le problème, c'est que j'ai le sentiment que pour certains, quand on arrive à ces aléas
météorologique, que c'est comme un fonds de commerce pour faire du sensationnel, de l'audience et pour maintenir sa clientèle. Alors, la conséquence, c'est qu'il y a comme une surenchère et comme si la tempête, c'est une guerre. Et il y a des conséquences graves. Pourquoi? Parce que on arrive à une déperdition de l'information rigoureuse donnée par les institutions météorologiques et un affaiblissement et une décrédibilisation du discours médiatique et des politiques. Et ça nous empêche d'avoir une politique, on va dire, d'information et une politique aussi de prévention. Parce qu'on joue sur les peurs des gens, la moindre annonce de alerte, eh ben, on ferme tout, etc. Et on n'écoute plus. C'est-à-dire que jeune, on est vigilant. C'est tout, jeune. Donc, c'est ça. Donc, nous devons travailler je dirais, à une politique de prévention du risque et d'habituer notre population à ça. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Michel, un petit mot? Oui, bon, on ne peut que se réjouir de l'affaiblissement de la trajectoire. D'après ce que j'ai compris, comprendre ça, la tempête tropicale, puisque ce n'est pas un cyclone, il y a une différence de définition qui tient à la vitesse du vent d'ailleurs, je crois. On passe de l'un à l'autre. La tempête tropicale s'est infléchie vers le sud et n'a pas continué à remonter vers la Martinique. Bon. Alors c'est vrai, la question qui, depuis quelques années d'ailleurs, c'est pas seulement cette année, c'est que l'annonce de ces phénomènes, on croit que ça tient quand même à la courbure terrestre dans la zone tropicale, fait que souvent, et puis il y a aussi la dimension de nos territoires, les météorologues expliquent qu'il y a une difficulté de prévoir la trajectoire et qui fait que, à peu de choses près, on peut recevoir ou pas l'essentiel du phénomène en plein. Bon. Mais ceci dit, ça comme dit Marie-Olance, le problème c'est qu'il y a un affaiblissement de la prévention. Alors, moi je crois que ce qu'il faut considérer, en tout cas, c'est ce que je dis autour de moi, y compris dans ma famille, c'est un avertissement sans frais. Il faut considérer que la nature nous a donné un avertissement sans frais, que la saison cyclonique ne fait que commencer, et que par conséquent, il faut s'armer, prendre des précautions et faire en sorte que si jamais il y avait un phénomène plus important, eh bien que les dommages soient... Bon, il y a eu quand même des milliers de Martiniquais qui n'ont pas eu d'électricité. Il y a eu quelques inondations, quelques coupures de route. Donc, je pense qu'il faut considérer que la nature nous a donné un avertissement sans frais. Voilà. Très bien. Philippe, comme disait Michel, un avertissement sans frais, on est juste au début de la saison cyclonique et il y a encore beaucoup de risques à venir. Oui, disons qu'il y a quelque chose d'assez original, n'est-ce pas, qui s'est produite, c'est que cette tempête a vu le jour en juin. Or, il est très très rare, n'est-ce pas, que ce genre de phénomène apparaisse dès le mois de juin. Effectivement, c'est peut-être là un avertissement de la nature, n'est-ce pas, quant au changement de procédé ou de procédure qu'elle va nous infliger si nous ne l'entendons pas suffisamment. Oui, alors la météo, effectivement, ce ne sont jamais que des probabilités. Il n'y a pas de science sûre en la matière.
Mais moi, en ce qui me concerne, j'étais sur Radio Officielle et j'avais des applications. Et je trouve que les choses, quand on va sur ces applications, sont très très précises, au jour le jour. Et là, j'ai pu avoir effectivement des informations qui m'étaient précieuses, notamment pour les enseignements qui doivent se dérouler au sein du conservatoire. Et il fallait effectivement être très très précautionneux. Oui, il faut se faire à ça, et je pense que ce n'est qu'un début je pense que ce n'est qu'un début. Prions le ciel, n'est-ce pas, que cela ne se poursuive pas, mais je ne sais pas. Mais par contre, il y a un véritable miracle qui se produit. Juste en arrivant sur nos territoires, le phénomène se délite et s'éparpille. Les vents étaient assez forts quand même, mais il n'y a pas eu pratiquement de pluie. Alors bénissons le ciel de nous avoir. Il n'y a pas de magie quand même. Hein? Je n'ai pas dit ça. On pense ce que l'on veut. Mais bénissons le ciel, n'est-ce pas, de nous avoir épargnés. Bon, très bien. Premier thème proposé par Manuela, un dispositif de gratuité des livres scolaires dans les lycées lancé par la CTM. Effectivement, hein, ça a toujours été une demande des familles les plus modestes, et la gratuité existait déjà pour les collégiens. Marie-Laurence. Oui, merci. Alors, la première observation, comme c'est dit, ça existait non seulement, et ça existe pour les collégiens, mais ça existe aussi pour un certain nombre de collèges. Je prends l'enseignement agricole, par exemple. Il y a depuis plus de 10 ans un procédé qui consiste à prêter aux élèves les livres. Ils ne sont pas nombreux, ils sont une centaine, etc. Et ça fait 10 ans. Donc, on peut dire que ce n'est pas nouveau. Maintenant, le véritable problème qui se pose, est le suivant: qu'est-ce qu'on vise? Est-ce qu'on vise à améliorer l'égalité des chances? Est-ce qu'on vise à rétablir l'égalité entre les enfants de milieux populaires et les enfants de milieux favorisés, entre guillemets? Est-ce que cette mesure-là permet le rétablissement? C'est ça la question. Hein? Faire que, au moins, que les jeunes qui sont dans des milieux défavorisés arrivent à accroître leur culture. Autrement dit, est-ce qu'on ne... Parce que, en réalité, il y avait déjà une aide pour les boursiers, pour les élèves qui avaient des difficultés, etc., auprès des assistantes sociales, des infirmières, etc. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans une annonce qui n'est en réalité qu'une non-annonce? Ça peut être du bling-bling, mais est-ce que ça résout le problème du rapprochement de la culture scolaire des milieux défavorisés? C'est ça le vrai problème. Tant qu'on ne va pas s'attacher à ce problème-là, c'est-à-dire que les classes favorisées ont la possibilité de donner des cours à leurs enfants, acheter des livres et bénéficient d'une culture générale qui se rapproche de la culture scolaire. Or, on constate aujourd'hui, et encore plus avec les 3 ans pratiquement de pandémie, que les élèves ont beaucoup perdu. Et surtout dans les milieux défavorisés. Et je crains fort que la gratuité des livres, non, ça ne va pas suffire. Il faut un véritable soutien à l'information. Par exemple, aider les familles à faire des choix concernant les options, par exemple, des choix d'orientation. Qu'il y ait vraiment une véritable politique de soutien dans les lycées. Et ça, pour le moment, ben, j'en vois pas le chemin. D'accord. Alors, Michel, je vais te donner la parole, mais les remarques de Marie-Laurence sont effectivement pertinentes. Cependant, ce n'est peut-être pas du rôle de la collectivité territoriale de Martinique, parce que la politique d'éducation, c'est une politique d'État. Michel, qu'en dis-tu? Tu as tout dit, mon cher. Tu as tout dit. Le problème, c'est que,
apparemment, la collectivité veut créer les conditions de cette réduction de cette fracture sociale dans l'acquisition du savoir scolaire. Bon, il est certain que ni l'école ni la CTM ne peut réduire la fracture sociale. Il est certain que les enfants issus de milieux favorisés bénéficient d'un environnement culturel plus favorable, plus incitatif. Parce qu'en fait, le problème est le suivant. De mimétisme, absolument. Le problème me paraît être le suivant. C'est de donner aux gens l'envie du livre. C'est-à-dire que nous sommes face à un défi, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça l'intelligence artificielle. Le numérique, beaucoup de gens croient qu'avec le numérique, on a vu ça avec Google d'ailleurs, on a vu ça aussi pendant ChatGPT. ChatGPT, on a vu ça aussi pendant le Covid. Tout le monde est docteur. Hein. Oui. Le problème, c'est que l'acquisition du savoir, le processus de réflexion nécessite un investissement intellectuel et un effort. J'appelle effort, E-F-F-O-R-T, l'acquisition de la connaissance, le savoir ne peut pas se faire simplement en cliquant sur un téléphone. Okay? Et pour faire ça, il faut avoir envie. Alors, ce qu'a fait la CTM, c'est essayer de faciliter. Bon, alors, ça lui coûte quand même, j'ai quand même été chercher le chiffre, 1 156 240 €. Oui, 80. Autrement dit, c'est un effort budgétaire consenti par la collectivité territoriale de la Martinique, c'est-à-dire les Martiniquais, pour des Martiniquais. Bon, je crois que c'est... On s'en félicite, oui. Je crois qu'il y a un moment quand même, il faut que les Martiniquais soient... Les choses ne tombent pas du ciel comme ça. Non, il y a les 1 million en quel fond ils sont pris sur autre chose. Ou alors, s'ils ne sont pas pris sur autre chose, c'est que le président de la collectivité territoriale sera obligé d'emprunter et d'endetter la collectivité. Donc, il faut se féliciter de cet effort, mais aussi faire en sorte que les enseignants l'utilisent à bon escient. Je n'en dis pas plus. Très bien. L'utilisent à bon escient. Oui, parce que s'il n'y a pas l'investissement des enseignants et des parents, mais le livre va être dans une étagère, il ne sera pas utilisé. Non, mais... Parfait. Alors, Oui. Non, je ne peux pas. juste un mot, oui. À propos, parce que j'aurais rebondi sur les enseignants, hein, puisque je me sens un petit peu aussi... Oui, mais le triptyque didactique, c'est le savoir, c'est l'enseignant et c'est l'élève. Exactement. Mais nous sommes impuissants sans l'accompagnement à la maison. Et un enfant, quand il rentre et qu'il dépose son cartable, eh bien, s'il n'y a pas quelqu'un qui lui rappelle son devoir, et il sera difficile pour un enseignant qui ne l'a qu'en présentiel dans la classe, il sera difficile pour lui de sanctionner. Enfin bon, Philippe, c'est une bonne nouvelle quand même. Mais oui, bien sûr. Oui, on ne peut que se féliciter, n'est-ce pas, de cette initiative, même s'il existe déjà un certain nombre d'aides. Et plus il y en a, mieux ça vaut. Okay, ça va peut-être
nous permettent de réduire un peu ce que on peut appeler la fracture culturelle. J'aurais employé un autre terme que fracture, parce qu'il y a une diminution, n'est-ce pas, forte du niveau intellectuel général. C'est quelque chose de considérable. Donc moi, je ne peux que me féliciter d'une certaine mesure, étant entendu qu'effectivement, les chiffres avancés sont importants. J'ai regardé un peu ce qui s'y passe, en quoi consiste le dispositif. Cela concerne 15 000 élèves. Et il est prévu de faire la même opération sur le primaire. Et moi, je trouve effectivement, et je partage totalement l'avis de Michel, il faut se responsabiliser. Effectivement, on veut faire un effort, on peut le faire nous, faisons-le nous, n'attendons pas de l'autre, ne soyons pas tout le temps des mendiants arrogants. Et je suis absolument... c'est pas de moi le concept. Vous le connaissez. C'est une expression d'Aimé Césaire. Bon, voilà, tu as tout dit. Bon. Et ça, je pense que c'est important. Ça rappelle un peu la question de l'octroi de mer, on y reviendra plus tard. Mais cela est absolument fondamental. Et tu dis quelque chose, effectivement, qui est important, le rôle des parents, effectivement, dans l'éducation et l'instruction aussi. Eh ben oui, mais lorsque le jeune revient dans sa famille, mais la famille existe encore dans de grandes proportions. Je pose la question, la famille monoparentale, vous voyez effectivement les proportions que cela prend. Alors je crois qu'il faut effectivement que les élèves soient de plus en plus entourés avec ces possibilités. Il y a les livres informatiques sont aussi offerts. Hein, okay. Et moi, je pense que c'est une excellente initiative. Et je pense que les enseignants que nous sommes ne pouvons aller que dans cette direction et soutenir cette action. Alors, Marie-Laurence, si tu voulais rebondir un petit peu, il faut juste rappeler que pendant très longtemps, le ministère de l'Instruction publique concernait les enseignants et puis l'éducation était accordée à la maison. Hein. Voilà, ceci étant dit. Oui, tout à fait. Donc, je voudrais quand même dire deux choses. La première chose, c'est que le métier d'enseignant, c'est un métier qui est plus difficile qu'auparavant. Pourquoi? Parce que on prend beaucoup de temps pour que l'élève puisse nous faire confiance. C'est-à-dire que nous sommes toujours en concurrence avec Google. À la limite, c'est ça le problème. Je peux tout trouver sur le net, bon, le professeur dit ça, moi, bon, voilà. Et le livre a peu de place. C'est ça le problème, c'est ça la réalité. Google, Wikipédia envahit l'espace culturel des jeunes. Et ça, quel que soit leur milieu. Quand on voit des enfants de 3 ans avec la tablette de la mère ou du père en attendant chez le médecin, ça dit tout. Ça dit tout. Donc, tu viens avec ton livre là et tu dis, bon, ben, ils sont curieux, etc. Tu oublies une chose. C'est que justement, le livre est aujourd'hui concurrencé de façon extraordinaire par ça. Et le manque de confiance, je dirais, de l'administration d'ailleurs. L'administration, quand vraiment décrédibilise très souvent les enseignants. Et tout, on reporte sur l'enseignant. Il y a un problème, c'est l'enseignant, etc. Et donc, par conséquent, ce rôle-là est d'autant plus difficile à assumer. De plus, les parents eux-mêmes sont en difficulté. Parce que comme il y a la pression, il faut être le premier, tout le monde doit avoir 20. Si tu n'as pas 20, tu ne vas pas réussir ton cursus. Donc, le problème, ce n'est pas le problème du livre. Le problème, c'est le problème de la note. C'est mettez 20, le livre, les connaissances, c'est pas un problème. On veut Parcoursup, et pour Parcoursup, il faut avoir le plus loin possible, c'est 20. Donc, on arrive dans un système qui n'incite pas, tant du point de vue des élèves que du point de vue des enseignants et des parents. Les parents se trouvent prisonniers d'un tel système. Et qui crée ça? C'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment, une société, c'est d'abord les choix collectifs et les choix individuels.
C'est pourquoi je dis, pour rigoler, si tous les enseignants mettaient 20, depuis le début d'année jusqu'à la fin, on casse le système. Voilà. Voilà, donc la petite boutade, c'est qu'effectivement, bon, c'est pas le lieu de discuter des résultats de l'école française, mais elle est véritablement en régression du point de vue des classements internationaux. Et nous, on a toujours, enfin aujourd'hui en tout cas, on essaie à la démarche heuristique, c'est-à-dire la démarche de la découverte. On essaie de maîtriser les situations d'apprentissage avec la recherche de la solution par eux-mêmes, mais ça ne les intéresse pas parce que, comme tu disais, eh bien, c'est tout de suite les moteurs de recherche avec la possibilité de trouver, alors qu'il faut qu'ils cherchent. Je ne sais pas, quel sage, il me semble que c'était le grand sage Confucius. Confucius qui disait que voilà, c'est c'était ça. la démarche qui est importante, Oui. c'est pas le résultat. Oui. Celui qui n'est pas sage, quand le sage montre la direction, ceux qui n'est pas sage regardent le doigt, Ouais. et celui qui est sage regarde ce qu'on montre. Voilà, absolument. Mais j'ajouterai ceci, c'est que la génération de mon grand-père n'avait pas le certificat d'études, il faisait réciter le Cid par cœur à mon père. Voilà, très bien. Eh bien, J'en reviens à l'idée de l'effort. Oui, oui, tout à fait. C'était la génération. Cette génération était issue à peine 2 générations après l'esclavage. C'est la génération de Césaire et de Fanon. Ils avaient compris que pour avoir l'égalité avec le blanc, fallait travailler. avec J'ai entendu. grand-papa moins te dit papa moins, si vous voulez l'égal du blanc, il faut que 2 fois plus fort qu'il. Voilà. Bien, ben c'est sur ces bons mots qui ont valeur de témoignage historique Tu comprends? que nous allons passer à l'autre thème, donc qui est un thème d'une gravité, et je vais vous laisser prendre la parole, la vandalisation des monuments aux morts dans la nuit du 18 juin. Donc, explication rationnelle, on ne sait pas. Les personnes qui ont fait ça se déplacent, dépensent de l'argent pour acheter de la peinture, de l'essence, et puis se sont rendus sur 3 communes pour salir des plaques de commémoration des monuments aux morts. Marie-Laurence a un petit sourire en coin, je vais lui demander ce qu'elle pense de cette actualité qui est quand même... enfin, qui interpelle, qui pose question. Oui, tout à fait. La première observation, c'est qu'il y a une continuité depuis le saccage hystérique puisqu'il y en avait plusieurs, des statues de Victor Schœlcher. Et ça se passe jusqu'à présent. Tu es en train de désigner. Attends, Oui, mais laisse-la laisse-moi finir. continuer. Laisse-la finir. Et Laisse-la finir. ça, c'est le résultat de la complaisance et du silence des politiques. Ça, c'est pour la forme, c'est la première observation. Maintenant, la question du fond. La question du fond, c'est la question mémorielle. J'ai déjà eu l'occasion de distinguer mémoire et histoire. L'histoire, c'est une science. Cette science-là, elle n'est pas absolue. Par contre, la mémoire est subjective. Elle est plurielle. Il y a autant de mémoire que de classes sociales, que de pays, etc. Que d'individus. Et oui. Donc, c'est normal qu'il y combat mémoire. D'accord? Donc, la mémoire n'est pas unique. Et un gouvernement, il vient avec sa politique mémorielle. Et ces personnes pensent, ces personnes qui sont minoritaires, pensent qu'elles peuvent imposer, n'est-ce pas, à toute la Martinique leur construction mémorielle des ancêtres. Comme on a fait pour le drapeau rouge, vert, noir. Je rappelle que le drapeau rouge, vert, noir, c'était le drapeau des révolutionnaires et des extrêmes gauches qui ont lutté. On a fait du drapeau rouge, vert, noir un drapeau mondain, institutionnel. Bon, voilà, on s'habille en rouge, vert, noir, etc. Or, aujourd'hui, si on veut éduquer le peuple, on n'a pas besoin de maculer, on n'a pas besoin de détruire. Il suffit qu'on ajoute un panneau et que l'on dise ce qu'on a à dire. On n'a pas besoin de ça.
Au contraire, on va éduquer le peuple en disant voilà, eh bien voilà ce que nous avons à dire et nous mettons le panier. Et ceux qui refusent de voir cette minorité hystérique, ce qu'ils refusent de voir, c'est que le 11 novembre, ça fait partie de la mémoire des Martiniquais. Le 18 juin. Le 18 juin, hein. Le 18 juin. Oui. Merci. Ça fait partie de la mémoire des Martiniquais. Et c'est ceux qui ne veulent pas admettre. Et qu'il y a des Martiniquais qui sont partis et qui ont lutté pour la liberté. Et ça, il faut l'admettre. Et donc, une politique mémorielle et une politique, je dirais, patrimoniale, ça appartient à tout le monde. Et on doit le construire ensemble. On ne peut pas vouloir imposer une mémoire comme les talibans l'ont fait. Je dirais tout simplement, cela relève d'un manque de culture. Très bien. Merci beaucoup pour ton analyse. Michel, je vais te donner la parole. Alors, sans remettre en cause, bien évidemment, l'analyse de Marie-Laurence, que je partage du point de vue de la dissection de la mémoire et l'histoire, j'ai envie de dire, est-ce que l'injustice sociale, le déclassement, ou alors la rente économique d'une certaine partie de la population qui dispose de tellement de richesses alors que la grande majorité est dans la souffrance, et puis la chlordécone, l'attitude de l'État sur la chlordécone, est-ce que ce ne sont pas des éléments qui rajoutent au ressentiment anti-français et qui fait passer à l'action comme ça? Qu'est-ce que tu penses de ces éléments d'appréciation, même si effectivement essayer d'expliquer ce n'est pas accepté? Bon, moi je te répondrai avec mes mots à moi, mais sur le fond, je suis d'accord avec Marie-Laurence que la lutte politique pour faire avancer les Martiniquais, c'est la lutte politique de masse. De masse, oui. De masse. C'est-à-dire que si nous voulons renverser le système colonial, ce n'est pas des minorités agissantes et extra-lucides qui vont faire avancer les choses. C'est bien sûr ironique. Oui. Bon. Alors, je vais citer deux faits. J'ai un membre de ma famille qui a devancé l'appel de septembre 1939 pour combattre les nazis parce que il n'avait pas supporté en 1936 que Hitler refuse de serrer la main à Jesse Owens, le champion américain noir du décathlon. Aux Jeux Olympiques de 1936. de Berlin. 36, oui. Autrement dit, comme Manville, comme Fanon, ce membre de ma famille s'est battu en guerre 39-45 contre le nazisme, la barbarie nazie. Premier exemple. Et on vient d'ailleurs de signaler que 4 Martiniquais ont été honorés dans une petite ville de France, j'oublie le nom, qui ont été les premiers fusillés martiniquais. C'est intéressant parce que c'est Martinique France Info qui a signalé ça la semaine dernière. Ils ont été honorés par cette petite ville dont j'oublie le nom malheureusement. Ils ont été fusillés, les premiers fusillés, en 1940, donc au début de la guerre. Deuxième exemple, c'est l'exemple d'André Aliquer. André Aliquer a falsifié son acte de naissance, son âge, pour pouvoir être incorporé en 1917 pour aller combattre dans les tranchées. Et c'est dans les tranchées qu'il a rencontré des travailleurs, des ouvriers français communistes, qu'il est devenu communiste. Et qu'il est revenu en Martinique avec la volonté de combattre le capitalisme. Voilà. Très bien. Voici ma mémoire. Merci beaucoup. Philippe, est-ce que ces actions sont des actions politiques ou alors c'est du terrorisme simplement? Moi, j'essaie de comprendre les idées qui se développent derrière cela. S'agissant des statues de Schellcher qui ont été effectivement vandalisées, il peut y avoir une logique. Attention, je me méfie de ce que je dis et les réseaux sociaux.
J'explique, je ne justifie pas. Voilà. Bien. Alors, il y a une certaine logique, effectivement, dire que l'esclavage a été aboli uniquement par Victor Schœlcher, bien, c'est refuser nos propres héros, c'est refuser nos ancêtres qui se sont battus, ok ? Et c'est la volonté de faire apparaître les nôtres, que aussi les autres, les nôtres, soient aussi, n'est-ce pas, et des monuments à leur mémoire. Alors, moi, c'est une logique. Bon. Mais maintenant, ce qui se passe au niveau des monuments au Mans à l'heure actuelle, et souvent le vandalisme qui s'exerce contre les dissidents ou ceux qu'on découvre en ayant fait la guerre de 39-40. Là, je ne comprends pas. Parce que là, cette explication que je voyais à l'époque ne tient pas la route. Puisque ce sont nos héros, à nous. Ils ont fait la guerre, ils se sont battus, c'est notre histoire. Mais ils se sont battus pour la mémoire de la France qu'ils n'aiment pas. Mais ce sont nos héros. Oui. Ok. Alors, pourquoi cette réaction ? Là, je comprends moins. Alors, quand tu dis que c'est une action politique et tu ajoutes un autre qualificatif qui est dans le droit fil, effectivement, on peut penser que derrière ça, il y a ce malaise et ce mécontentement contre l'État qui ne sanctionne pas certains crimes commis contre nous. Alors là est la problématique, et je pense que ça doit être dans cette direction-là. Donc la première explication que j'avais pu trouver, elle était tout à fait poétique, romantique peut-être. Très bien. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Effectivement, comment faire pour quelque part exprimer le malaise. Oui, vas-y. Oui, je voudrais reprendre la formule suivante et que nos compatriotes entendent bien cela. Réparer l'histoire, restaurer l'histoire, ce n'est pas la détruire, c'est la compléter. Voilà, très bien. C'est le travail de recherche, absolument. En tout cas, voilà, merci pour vos explications concernant cet acte malencontreux, malheureux. Et puis l'autre thème, ce qui suit, c'est le plafonnement dans les Outre-mer des frais de distribution des films de cinéma aux Outre-mer. La Haute Assemblée, le Sénat, a adopté hier à l'unanimité des élus et des groupes politiques, avec le soutien du gouvernement, une loi qui plafonne dans l'Outre-mer les frais de distribution pour les films jusqu'à 35%. Et j'en profite, puisque c'est mon rôle d'animateur, j'en profite pour poser la question de savoir, est-ce que le cinéma, c'est du divertissement ou bien c'est de la culture ? Bon, vous avez bien compris dans quel état d'esprit je suis. Voilà, alors je donne la parole à Michel Branchi, qui spontanément m'a donné raison, mais tu vas développer l'explication. Vas-y. Bon, alors, je suis un grand amateur de western. Bon. Et je regarde les westerns avec... Avec la critique qu'il faut, de manière critique. Voilà. Bon. On va quand même dire, moi, quand même, mais qui m'a dit, faut que c'est indien en couillon. Faut que c'est indien en couillon. Il y a quand même c'est blanc, mais quand même en rond, des chariots. Il y a quand même puis c'est blanc, et puis des fusils qui dépendent de où. Et puis il y a quand même yo. Et puis, de temps en temps, je regarde un film, je regarde Géronimo. Et je regarde Géronimo qui a refusé d'aller en réserve. Et il a goumé jusqu'au dernier des Apaches. Alors, un peu, et je vois aussi d'immenses paysages, des paysages extraordinaires, des canyons extraordinaires aux États-Unis. Eh bien, c'est à la fois, pour répondre à ta question, c'est à la fois un élément de divertissement et un élément de culture. Bon, c'est-à-dire un élément d'ouverture vers le monde. Hein? Alors, l'argument principal qui a été développé dans ce débat parlementaire, c'est que on ne peut pas laisser la régulation de l'offre de la demande de cinéma
simplement aux lois économiques et qu'il faut qu'il y ait une intervention de la puissance publique, en l'occurrence l'État, puisque c'est de cela qu'il s'agit, pour limiter la distribution du film. L'intervention, c'est de 20% à 50%. Pour l'outre-mer, c'est 35% qui s'était établi. Et ce qui se passe, c'est qu'on menace de dépasser 35%. Bon. Eh bien, cet argument, on pourrait le reprendre pour beaucoup d'autres choses. Avec renchérissement, bien évidemment, du prix de la place de cinéma. Alors, on nous dit que si on laisse faire, les exploitants de salles de cinéma sont obligés de passer la place de cinéma à 14 €. Ce serait une manière d'écarter, d'abord, ça écarterait une bonne partie du public, et puis ça ferait que les établissements en question feraient faillite. Oui, tout à fait. Bon, alors, mais je vais plus loin. Le raisonnement que on ne peut laisser la régulation se faire par la loi économique de l'offre et la demande. Parce que là aussi, c'est l'offre et la demande. OK? Bon. Eh bien, on peut l'étendre à d'autres domaines que le cinéma. Le même raisonnement que l'on a utilisé pour plafonner le prix de la place de cinéma devrait être pris pour le billet d'avion, de transport, pour le prix des pâtes, pour le prix du riz, pour le prix des sardines. Et des carburants aussi. Et des carburants. Alors, les carburants, c'est fait. C'est fait, c'est régulé. C'est régulé. Sauf que le prix des carburants, j'assume, le prix des carburants varie en fonction du prix de la matière première. Et le prix de la matière première est entre les mains des multinationales américaines. Voilà. Très bien. Philippe, ton commentaire sur cette question, et puis le modèle économique des centres cinématographiques, c'est pas tellement les films, c'est surtout les produits périphériques. Si le ticket de cinéma est à 14 €, il ne reste plus rien pour acheter des pop-corn, et c'est un petit peu ça qui permet au cinéma de se sortir. Vas-y. Oui, je partage totalement l'avis de Michel, que la solution, on a trouvé, c'est l'encadrement des prix. C'est l'encadrement des prix. On régule, ok. Donc si on peut le faire, là, pourquoi ne pas le faire ailleurs? Et je partage totalement cette vision-là. On veut toujours, n'est-ce pas, nous discriminer de façon assimilationniste. Non, je ne vais pas revenir sur ma démonstration. Là, l'autre chose que je voudrais dire, c'est quand même, c'est une belle victoire. À l'unanimité, le Sénat adopte cette mesure. Madame la sénateur Catherine Conconne, là, elle a incontestablement gain de cause de façon unanime au niveau de l'Assemblée nationale. Je suis objectif, donc je dis, mais je dis ce que je pense. Et oui. Et c'est une évidence. Mais pourquoi on ne peut pas dire ce que l'on pense? Non, je ne suis pas de la vision de Catou ou de Catherine, bien sûr, je la connais bien. Je ne partage pas totalement ses visions, mais je reconnais que là, c'est quand même à l'unanimité le Sénat qui vote cet encadrement de prix du cinéma. Écoutez, ça, c'est une chose, et j'ai ma liberté de penser, je ne tape sur personne. Je dis absolument ce que je pense et je ne fais de mal à personne en disant cela. Alors, cela dit, parce qu'il faut le dire enfin, pourquoi ne pas le dire? Eh bien, moi ça me saute aux yeux. Mais l'autre chose que... Alors, le cinéma, effectivement, est-ce de la culture? Bon, et pas moi, quand je regarde les affiches ces jours-ci, bon, je ne suis pas totalement convaincu. Mais je me pose la question, depuis très longtemps, il y avait bien un projet de cinéma d'art et d'essai. Plusieurs projets, et où est-ce qu'on en est? On n'en parle plus du tout, et je trouve que c'est un peu dommage. Voilà ce que j'ai à dire, même si j'ai choqué quelques oreilles, mais j'aime bien dire les choses. Franchement, je n'ai aucune attache particulière, je suis un homme libre. Très bien. Marie-Laurence, donc... Oui, pas grand-chose à ajouter, sinon que, bon, c'est vrai que c'est une bonne mesure de la sénatrice
Catherine Concon, il faut le saluer, pour répondre à la question de la culture. Le cinéma, c'est un art. Et l'art, ça fait partie de la culture. Qu'est-ce que la culture, sinon que la transformation du milieu naturel? Bon, et donc, et le cinéma, ça fait partie de cette transformation. Donc, on met en œuvre et on crée un univers et qui a à voir avec le réel, l'imaginaire, et beaucoup de nos jeunes, il ne faut pas oublier, vont faire des études de plus en plus poussées concernant le cinéma. Donc c'est pour moi quelque chose d'excessivement important. Donc bon, j'ai pas plus à dire sur ça. Tout ce qui, voilà, très bien, d'accord. Merci beaucoup. Mais écoutez, voilà, c'est une décision qui va permettre à la Martinique de continuer à bénéficier de projections cinématographiques tellement appréciées par nos jeunes. Attends, c'est quand même pas fini. Il faut qu'à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, bien sûr, oui. Attention, hein. Oui, bien absolument. sûr. L'autre thème, là je vais faire un petit commentaire liminaire à propos de l'âge requis pour passer son permis B qui sera abaissé à 17 ans à partir de 2024, c'est l'annonce faite par le gouvernement. Alors, avant de parler de responsabilisation, avant de parler donc de cet âge, comme pour la majorité qui était de 21 ans qui passe à 18 ans, là le permis de conduire passerait de 18 à 17 ans, je veux quand même rappeler quelques pourcentages. Hein. Donc la mortalité des accidents mortels en tranche d'âge, moins de 17 ans, c'est 4,7% de mortalité routière. Donc on imagine bien les scooters essentiellement ou les jeunes sans permis. De 18 à 24 ans, c'est 17%. 18 à 24 ans, 17%. De 25 à 34 ans, c'est 16%. Des victimes, des morts, de l'accidentalité mortelle sur les routes. De 35 à 44 ans, c'est 12%. De 45 à 54 ans, c'est aussi 12%. De 55 à 64 ans, c'est 13%. De 65 à 74 ans, c'est 10%. Et plus de 75 ans, pardon, c'est 16%. Donc les deux chiffres les plus importants, c'est plus de 75 ans, 16,4% des accidents mortels causés par des personnes de plus de 76 ans, 16% des accidents mortels, et les moins de 24 ans, c'est également 16,9%, c'est-à-dire 17% des moins de 24 ans pour ces accidents mortels. Alors je veux compléter mon propos en disant que la mortalité routière est le sujet de la conduite de 75% des hommes. Ce sont les hommes qui infligent 3/4 des accidents mortels sur la route. Et seulement 25% des femmes. Voilà pour le... Et la proportion de conducteurs et de conductrices. Alors là, je n'ai pas... Ah, Oui, bien sûr. Je n'ai pas poussé. Et donc, alors, maintenant je vais vous donner la parole concernant cette proposition. Marie-Laurence, tu vas commencer. Oui, alors c'est bien que Charles puisse rappeler le nombre de morts sur les routes. Ce qu'il faut, la première observation, c'est que ça concerne 200 000 jeunes, d'accord, qui ont le permis. Et cette mesure, c'est une mesure qui va favoriser l'industrie automobile et la civilisation automobile. Et c'est quand même relativement, je dirais, ça doit nous interpeller alors même que l'on assiste à, je dirais, un effort des villes pour faire des rues piétonnes, pour diminuer la circulation, pour qu'il y ait des mesures écologiques. Voilà-t-il pas que l'on donne à 200 000 jeunes la possibilité d'avoir un permis et donc une voiture. Donc c'est la première chose. La deuxième observation, voilà un gouvernement qui a du mal à maintenir un équilibre entre les exigences écologiques et les exigences de l'industrie automobile. Et là, il nous montre qu'il a penché vers les industriels et l'industrie automobile. Donc, il y a quand même une contradiction à soulever. Parce que, bon,
c'est ne pas aller dans le sens aujourd'hui, je dirais, des mesures écologiques nécessaires à notre survie sur Terre. Voilà. Très bien. D'accord, merci. Michel, j'ai regardé un petit peu pour compléter ma question. Les jeunes font beaucoup d'accidents par manque d'expérience avec les comportements à risque, notamment alcool, stupéfiants, fatigue, téléphone au volant ou alors des problèmes de moyens avec des véhicules peu fiables. Quelle est ton analyse là-dessus? Bon, mon analyse, c'est une mesure purement électoraliste et démagogique, c'est tout. Au même moment où on est en train... M'excuse, moi je fais un lien. Je suis pour la transversalité parce que ce gouvernement est en train de prendre des mesures d'ici, dans le cadre de ce qu'il a promis pour le mois de juillet, d'apaiser le champ social. Après avoir imposé une mesure injuste et impopulaire comme l'allongement de l'âge de la retraite. Donc, par conséquent, d'un côté, on impose l'allongement du départ à la retraite et de nombre d'annuités pour pouvoir obtenir une retraite à taux plein aux gens âgés, en pénalisant particulièrement les retraités d'outre-mer qui ont déjà des retraites plus basses. Et la dernière enquête que nous avons commentée la semaine dernière, Migration, famille, vieillissement, montre bien que les personnes âgées d'outre-mer, en plus, ont de moins en moins de gens pour les soutenir financièrement, parce que ces gens sont partis en France avec la migration. Et d'un autre côté, on va permettre, comme dit Marie-Laurence Delors, on va permettre à des jeunes d'accéder à la voiture, et ce qui va favoriser, dans nos territoires où il y a peu de transport, n'est-ce pas, ce qui va favoriser l'achat de véhicules et le lobby de l'importation. Alors, parce qu'il faut appeler les choses par le nom. C'est une mesure qui favorise les lobbies. Bon, donc moi je crois que... alors bien sûr, hein, il y a des gens qui vont dire, c'est formidable, tu m'as et moi qui a une loto, ben comme ça, bon. Mais c'est ce que ça s'appelle en termes politiques la démagogie. Bizarre, écoute, oui, d'accord. La démagogie. Très bien. Philippe, ton commentaire sur cette décision, cette proposition qui vraisemblablement a de fortes chances de passer. Oui, bien sûr. Non, je partage tout ce qui vient d'être dit. Mais je me suis penché sur le dossier et j'ai essayé de comprendre les raisons avancées. Alors, d'après ce que nous dit la Première ministre, il s'agit de favoriser les apprentis en zone rurale. Comme il n'y a pas de modalité de transport, c'est malheureux, n'est-ce pas, il y a un déséquilibre en leur défaveur, puisqu'ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, avoir les formations et avoir un métier. Et elle continue. Et elle dit ceci, et d'ailleurs l'aide de 500 € qui est apportée, n'est-ce pas, aux jeunes pour le permis de conduire, c'est une aide qui va être élargie et attribuée aux lycées professionnels, aux élèves des lycées professionnels. Bon, voilà l'esprit formulé par la Première ministre. Alors, je le dis parce que j'ai lu, mais ça ne m'empêche pas de suivre ton avis et ton avis, Michel. Bon, et bien voilà. Donc, la mesure électoraliste, en tout cas, de manière à faire passer la pilule, hein, c'est une sorte de géode social, faire passer la pilule de l'allongement de la retraite, de l'âge de la retraite. Autre thème, le thème suivant, c'est le gouvernement qui veut faire 10 milliards d'euros d'économie. Et donc, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a, entre autres, proposé la responsabilisation en matière de soins, la possibilité de contrôler les dépenses liées aux soins, la fin du dispositif Pinel dans le logement, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une réduction d'impôt pour l'investissement dans le neuf, la réduction progressive des avantages fiscaux sur les énergies fossiles,
notamment la consommation énergétique et puis enfin les aides à l'emploi accordées aux entreprises. Donc il chercherait 10 milliards d'économies. Je me tourne vers toi, Marie-Laurence. Qu'est-ce que cela t'inspire? La première, oui, merci. La première observation, elle est de principe. On ne peut pas faire d'économie en saccageant les services publics. C'est pas possible. Ce sont les services publics qui sont essentiels. Et quand on parle de vouloir diminuer et faire des économies, c'est d'abord les services publics qui sont attaqués. Alors, par service public, qu'est-ce qu'on entend? La question de la santé, l'éducation et la sécurité. Et je voudrais faire une observation sur la sécurité. Sur la sécurité, pour rebondir sur notre propre actualité, tu as parlé de violence dans ton fil d'actualité et tu as posé la question de la sécurité. Et je me suis intéressée à la réponse du préfet. Le préfet répond que sur la sécurité, ce n'est pas seulement une affaire d'État. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'État. Autrement dit, ce qu'il dit, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais ce qu'il dit est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que c'est une affaire collective. La question de la sécurité, je parle de la sécurité en Martinique. Et ce n'est pas seulement une question de l'État. Pourquoi? Parce que c'est une question aussi des collectivités et plus particulièrement des mairies, puisque je rappelle quand même que le maire est officier de police judiciaire. De police, oui. D'accord. On rappelle aussi qu'il y a des associations qui travaillent régulièrement sur le terrain, d'accord, donc qui ont en charge. On rappelle que ces associations, le plus souvent, ont des financements, soit de la part des mairies, soit de la part des collectivités territoriales et autres. Et puis, il y a chaque citoyen. Donc, pour pouvoir régler le problème, on ne peut pas passer son temps, je dirais, à jouer le nègre marron toute la journée, et puis, en même temps, toujours demander à ça, c'est la politique de l'État, etc. L'État doit prendre en charge, etc. Il y a quelque part une réflexion à mener. La question de la sécurité en Martinique ne va pas se résoudre parce qu'on va mettre 30 policiers supplémentaires au mois de septembre. Il faut absolument qu'il y ait une coordination à la fois du préfet, c'est-à-dire de l'État, des maires, parce qu'il n'y a pas que maires, et des associations. Alors, le rapport avec ma question concernant les 10 milliards d'euros d'économie. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, il faut ramener les choses concrètement aussi. C'est pourquoi j'ai choisi cet angle-là, puisqu'on a parlé de la question de la sécurité. Donc, ce n'est pas simplement de l'effort de l'État. Donc, j'ai analysé en fonction de ce que moi je comprends. Plutôt que de rester dans des généralités, ben voyons voir concrètement pour nous. Donc, j'ai choisi cet angle-là. Ça peut être polémique. Non, absolument. Très bien. En reformulant rapidement, tu dis finalement que les économies sont possibles si tout le monde fait un effort. Oui. Si tous les acteurs publics font un effort. Oui. Et qu'on ne va résoudre le problème de la sécurité en Martinique en se mettant collectivement à le faire. D'accord. Parce que sinon, on va voir s'étaler des morts et des morts dans les familles, et on pourra mettre le nombre de caméras qu'on veut. S'il n'y a personne derrière la caméra, et si personne ne parle, d'accord. Voilà. Philippe, je te donne la parole concernant cette recherche d'économie. On est à 4,9% de déficit aujourd'hui, et l'État veut faire passer ce déficit à 2,7%.
d'ici 5 ans. Ton commentaire? Du PIB. Oui, du PIB, oui. Monsieur le maire a tenu ses propos en ouvrant les assises des finances publiques le 19 juin à Bercy. Moi, je pense que Michel va aller dans le fond des chiffres, n'est-ce pas? Il va nous faire des démonstrations. Je ne suis pas capable de faire ça. Mais moi, je suis interpellé parce que la plupart de ces mesures d'économie qu'il annonce, ces mesures vont s'adresser à qui? À qui sera touché par ça? Eh bien, ce sont les plus faibles. Hein. La loi Pinel, l'aide à la santé, la loi Pinel, ça favorise les locations, n'est-ce pas? À prix modéré, les aides à la santé. Les arrêts maladie. Bien sûr. Et toutes ces mesures-là, moi, me choquent. Et j'ai l'impression que ce monsieur nous fait un genre de chantage. Parce que chaque fois, il dit, il n'est pas question, n'est-ce pas, d'augmenter les impôts, il faut faire des économies. Alors, si vous n'avez pas fait ça, on va augmenter les impôts. Et je trouve qu'il y a là un langage de chantage qui m'est difficilement supportable. Voilà ce que j'ai à dire pour le moment. Bon, très bien. Michel, je vais te donner la parole assez longuement dessus, puisque c'est ta spécialité. Donc, j'ai noté très rapidement qu'il cible la progression des arrêts maladie. Il a chiffré à 16 milliards d'euros ces arrêts maladie. Donc, il souhaite effectivement faire baisser ces arrêts maladie. Il cible aussi le dispositif Pinel, qui est un dispositif qui donne droit à une réduction d'impôt pour les investissements dans l'immobilier neuf. Il cible aussi les aides, le ticket modérateur sur le compte personnel de la formation pour responsabiliser les utilisateurs de ce compte personnel de la formation de manière à ce qu'on n'aille pas en formation si on n'en a pas véritablement besoin. Il veut cadrer tout ça. Et puis, dernier exemple, il va aussi contrôler les aides aux opérateurs des États, les organismes distincts de l'État qui accompagnent les politiques publiques. Et il y a 438 organismes, des opérateurs d'État, qui emploient environ, me semble-t-il, plusieurs centaines de milliers de personnes. Enfin, il souhaiterait cadrer tout ça. Alors, ton analyse là-dessus, s'il te plaît? Bon, alors, d'abord, je rebondis à la manière dont Marie-Laurence Delon a abordé la question, sur la question de la sécurité et des économies qu'on pourrait faire en matière de maintien de l'ordre. Je partage tout à fait son point de vue, c'est que la question de la sécurité nécessite... Bon, dans Justice de cette semaine, nous disons ainsi nous sommes martiniquais. Bon, ça veut dire que quand la procureure de la République dit qu'il y a une gangrène, que un homme de mort reflète une gangrène dans la société martiniquaise, malheureusement, ce sont les autres qui le disent, mais les autres pas tant. Maintenant, sur les propos de Monsieur le maire. Monsieur le maire, d'abord, il dit deux choses à la fois. Il dit c'est 10 milliards d'ici 2027, mais il dit aussi c'est 10 milliards pour le budget 2024, là, celui qui vient. Hein. Bon, la première chose. Bon, c'est pas pareil. Non, l'effort sera très violent. 10 milliards entre 2023 et 2027. Lycée, et puis 10 milliards. D'ici l'année prochaine. C'est débat est différent. Ah oui, tout à fait. Bon, par conséquent, il y a d'abord un jeu de Walto assez ballonnette. Bon. Mais surtout, alors, il cible un certain nombre de choses. Alors, qu'il faille, je prends l'exemple, qu'il faille moraliser les arrêts maladie. Je ne crois pas qu'il n'y ait pas. On peut trouver des arrêts maladie éventuellement de complaisance. Mais il y a aussi une augmentation. Il y a eu une augmentation des arrêts maladie dans les dernières années Covid qui sont liées à la santé publique. Bon. Quant aux aides à l'emploi, les aides à l'emploi, il y a 250 milliards d'euros. 250 milliards d'euros en France alloués aux entreprises sans contrepartie. Sans contrôle. Sans contrôle. Bon. Et puis, il y a des aides qui ont été accordées après la grève des camionneurs, là, il y a quelques années. Bon. On donne des avantages fiscaux aux transporteurs routiers pour l'achat de leurs camions et des aides fiscales à l'achat du carburant. Bon. Alors, effectivement, ça ne va pas dans le sens
de zéro carbone. Hein. Bon. Mais la véritable question, c'est pas ça. La véritable question, c'est de rentrer dans les clous de l'Europe. Les fameux 3%. Les fameux 3% de déficit PIB, n'est-ce pas? Au même moment où l'Europe donne 50 milliards à l'Ukraine pour faire la guerre contre la Russie, au même moment, la France met à son budget 432 milliards de renforcement des dépenses militaires. Sur 5 ans. Sur 5 ans. Alors, moi, je dis d'une chose. L'Union européenne impose aux États européens de faire des économies, n'est-ce pas, pour pressurer, il a dit, les classes populaires, parce que c'est ça, c'est les plus modestes, pour faire la guerre, pour faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN et faire la guerre à la Russie. Voilà. Mais comme voulez-je le dire, Michel, mais je sollicite tes connaissances Non, économiques. parce que, tu sais, attends. il faut excuse-moi, il faut, si nous examinons les choses de manière ponctuelle, il faut faire les choses de manière transversale. Mais la transversalité, justement, elle m'impose et elle m'impose à te poser la question suivante. Comment se fait-il qu'on accepte la situation ubuesque, c'est-à-dire comique et lâche, de voir que les États-Unis ont une monnaie internationale, ils font fonctionner leur planche à billets et le dollar n'est jamais dévalué, jamais. Le dollar aujourd'hui, c'est la monnaie internationale depuis les accords de Bretton Woods, jamais dévalué. On sait aujourd'hui que ce dollar-là, c'est l'offre et la demande qui déterminent sa valeur, et bien évidemment la diplomatie, et puis les porte-avions et l'arme nucléaire américaine. Et les Américains ont une économie florissante, alors que les pays européens, en tout cas, ils sont un petit peu partout, alors que les pays européens, et notamment la France singulièrement, on est assujettis à une loi de 3% de déficit budgétaire, tandis que les Américains, ils inondent la planète de dollars. C'est un jeu de dupe, ça, quand même. Mais non, tout à fait. Les gens qui réfléchissent le savent. Non, mais tu as parfaitement raison, mais le problème, c'est un problème éminemment politique. Bon. C'est que le monde occidental est dominé par un impérialisme. Qu'est-ce qui fait la force du dollar? Ce sont les porte-avions américains qui sont partout, qui font la force du dollar. Donc, et l'Europe a instauré l'euro, en principe pour concurrencer le dollar. Mais l'euro se dévalorise constamment par rapport au dollar. D'ailleurs, nous subissons les conséquences. Parmi les éléments d'augmentation du prix des carburants en Martinique, il y a comme le carburant est acheté en dollars, la dévalorisation de l'euro par rapport au dollar, les Martiniquais participent à ça. Hein. Et puis deux autres éléments. Auparavant, il y avait la parité dollar-or. En 1971, Nixon choisit la non-convertibilité du dollar en or. Et puis, il n'y a pas longtemps, une dizaine d'années, aujourd'hui, il y a une extraterritorialisation de l'appréciation du dollar. C'est-à-dire que le dollar, vous avez travaillé, vous l'avez fait, mais il ne vous appartient pas parce que vous ne pouvez pas utiliser ce dollar-là dans n'importe quel pays. Sinon, vous êtes sous le coup de la justice américaine. Enfin, absolument. On est... Bon, c'est le côté extraterritorial des lois américaines qui contrevient à toutes les dispositions, notamment de l'ONU. Bon. Et de l'OMC. Et de l'OMC. Bon. Mais pour revenir... Bon, donc, en fait, on pourrait faire un débat sur ce sujet à lui tout seul, mais pour répondre très, très brièvement, la soumission de l'Europe au dollar, et en particulier à l'importation de pétrole américain et de gaz américain dans le cadre de la géopolitique actuelle qui est en train de basculer. Hein. Bon, il y a beaucoup de pays, les pays africains, les pays du Moyen-Orient compris. Hein. L'Iran n'utilise pas le dollar. Tous ces pays-là, ils sont en train de rentrer dans les BRICS. Oui. Et avec la Chine, ils sont en train d'essayer de dédollariser le commerce international. Le yuan. C'est ça la réponse. Oui. La réponse, c'est une politique. On ne peut pas se battre seulement dans notre petit territoire. Nous devons avoir une vision internationale. La vision internationale, c'est de démolir, à mon avis,
à la mesure de ce que nous pouvons, bien sûr, de pas faire. Il ne faut pas que la grenouille, se fasse plus grosse que le bœuf. Mais néanmoins, nous devons quand même prendre notre part à la lutte contre l'impérialisme, la domination de l'impérialisme. Bon. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Non, Bon. absolument pas. Alors, autre sujet, l'amendement Guillaume Garot et l'obligation d'installation des médecins libéraux. Oh là là. Les déserts médicaux, l'Assemblée nationale rejette la régulation de l'installation des médecins défendue par un groupe transpartisan de députés. Et donc l'amendement porté par Guillaume Garot n'était pas soutenu par le gouvernement. Les médecins étaient fortement opposés à cette disposition. Je rappelle, c'était simplement l'obligation pour les médecins libéraux d'aller s'installer dans les déserts médicaux. Et donc comme tu as réagi, je te redonne la parole et puis les camarades vont compléter. Non, je ne vais pas me faire des amis, mon mec. Qu'est-ce que tu veux? Bon, nous avons... Il y a des professions qui sont des intouchables. Comme dit Eddy Marajo, qui venait ici, il citait les magistrats. Les magistrats, ils sont intouchables, ils ont toujours raison. Ils sont même indéboulonnables. Une certaine partie de la presse aussi. Si tu critiques la presse, tu comptes la liberté d'expression. Et puis, il y a, effectivement... Les médecins. Les médecins. Bon. C'est sous la pression des lobbies médicaux qu'on a instauré le numerus clausus il y a un certain nombre d'années, dans les années 90. Bon. Et ça a été abrogé en 2019. Mais on estime que l'effet de l'abrogation du numerus clausus, c'est-à-dire le numerus clausus, pour être clair, c'est qu'on avait limité le nombre de médecins, le nombre de personnes qui devaient devenir médecins par année, de façon à limiter le nombre d'actes médicaux, parce que plus il y a de médecins, plus il y a des actes médicaux, et pour limiter le nombre d'actes médicaux, les actes médicaux, c'était le déficit de la sécurité sociale. OK? Et de l'État. C'était une vision néolibérale. Et c'était 10% d'une... Bon. Donc, mais l'effet de l'abrogation de ce numerus clausus n'aura d'effet qu'en 2030-2035. C'est 10 années de formation pour le médecin. Alors, les médecins demandent la liberté d'installation. Alors, c'est là qu'on rentre dans la mentalité d'une catégorie sociale, c'est la mentalité néolibérale. Socio-professionnel. Socio-professionnelle. Mais, bon. Autrement dit, je ne m'installe pas à Grande-Rivière parce qu'il n'y a pas assez de gens pour alimenter mon cabinet. Et même s'il y a déjà suffisamment de médecins, je vais à Schœlcher. C'est ça, la loi de l'offre et de la demande. Bon. Eh bien, la réponse, moi je vais la chercher à Cuba. C'est de créer... L'étatisation? Mais bien sûr, c'est de créer des centres médicaux où les médecins seront salariés. On ne peut pas continuer à avoir des quantités de gens qui n'ont pas de médecins, qui n'ont pas de médecins traitants. Il y a des milliers de Français. Je pense qu'on estime à peu près à 18 millions, 9 millions, entre 9 et 18 millions de Français qui n'ont pas de médecins traitants. D'accord. Bon, en Martinique, c'est des milliers de Martiniquais qui ne peuvent pas. Donc, la solution, c'est ça. Alors, la fameuse amendement que tu as cité, essayait de donner quand même quelques directives moyennant des indemnités, des primes. Ce n'était pas la méthode radicale que j'ai indiquée à la cubaine. Hein? Bon. Eh bien, ça a été retoqué. Et moi je te fiche mon billet que la majorité actuelle, qui est une majorité de droite, va céder à ce lobby. Bon. Marie-Laurence, ton argument en disant, hein, puisque je joue mon rôle de Zizi Tata, j'ai cru comprendre que s'il y avait des obligations d'installation de certains médecins dans les déserts médicaux, eh bien, il y aurait eu davantage de déconventionnement. C'est-à-dire que les médecins, ils seraient allés, mais ils seraient sortis de la convention, ils auraient demandé les honoraires qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Concernant les déserts médicaux, c'est un mot qui ne rend pas compte
tout à fait de la souffrance des gens quand ils n'ont pas non seulement de médecins, mais aussi de spécialistes. Quand on attend 6 mois, le rendez-vous pour un spécialiste, c'est énorme. Surtout quand on a une population, par exemple, pour les diabétiques en Martinique, pour voir un ophtalmo, donc c'est pas possible. Donc, cette proposition qui était pas révolutionnaire, Mais oui, ça n'avait rien de révolutionnaire, c'est heurté à un corporatisme important dans la profession. On peut toujours dire que dans toutes les professions, il y a des corporatismes, c'est pas nouveau. Mais il n'empêche que dans le milieu médical, il y a quand même, il devrait avoir un impératif moral quand même. Éthique. Et où on devrait non pas avoir besoin d'une loi, bon, pour dire aux médecins, bon, ben, vous devez ou vous pouvez ou il est conseillé d'y aller parce qu'il y a des gens. Bon, ne serait-ce que ça. Et il y a quand même aussi des initiatives des maires. Faut pas croire que c'est uniquement à Cuba. Il y a des maires en France qui donnent la possibilité à travers des centres médicaux aux médecins, bon, d'être des salariés. Tout à fait. Aujourd'hui, il faut peut-être aller vers ça. Et moi, je crois qu'il y a des initiatives qui sont déjà mises en œuvre dans certains lieux. Et ça correspond à ce que veulent les jeunes médecins aujourd'hui. Un jeune médecin ne veut pas travailler du lundi au samedi matin. Il y a une qualité de vie et il faut tenir compte de cette évolution. Autrement dit, ça peut arranger un jeune médecin d'être salarié d'une structure. Donc nous, collectivité de Martinique, nous devons aller vers cette possibilité-là. C'est-à-dire initier déjà dans des lieux où c'est difficile, bon, prendre des initiatives. La collectivité territoriale de Martinique pourrait prendre ces initiatives. Donc il faut y penser sérieusement. Philippe, on est encore dans un monde libéral, hein. C'est compliqué d'imposer l'installation de professionnels de santé quelque part. Je parle aux juristes. Certaines professions, j'en connais, sont très attachées à leurs prérogatives et à leur liberté. Hein. Étant passé par certaines professions libérales, je connais bien les lois du milieu. Non, pas médecin, hein, mais c'est des professions judiciaires d'ailleurs. Et je refais remarquer qu'il y a des professions judiciaires qui ont évolué énormément, qu'on a fait évoluer. Il y avait la profession d'avoué qui a été supprimée, la profession des notaires a beaucoup évolué. tout à fait. Et je ne vois pas pourquoi. Ah bon, elle a évolué. Ah oui, bien sûr, ça a évolué. Aujourd'hui, obligatoirement 70 ans à la retraite. Voilà, tout quand même. Ok. Donc, il y a des. Ce sont des professions qui sont absolument indispensables au fonctionnement de la société, et particulièrement la profession de médecin. Hein? C'est fondamental, la santé dans l'organisation de la société. Et moi, je suis d'autant plus scandalisé du fait que cette mesure ne soit pas passée, parce que c'était rien du tout. Il s'agissait, n'est-ce pas, pour les zones bien pourvues, que le médecin demande l'autorisation à l'agence régionale de santé, à l'ARS. OK. Et il y avait une étude faite. Et s'agissant des autres zones, ils avaient la liberté de s'installer. Alors effectivement, comme le dit Michel et comme tu dis, il y a des groupes de pression phénoménalement puissants auprès de nos hommes politiques, et on aboutit à ce résultat. Mais moi, je suis persuadé que dans l'avenir, ce sont des professions qui doivent être réformées et qui seront nécessairement réformées. On ne peut pas continuer à tolérer notre situation à nous. Nous y sommes. Demander un rendez-vous à un médecin, il faut 2 mois. Alors un spécialiste, parfois 1 an. Eh ben, on a le temps de guérir dans la tombe, hein, dans des conditions pareilles. Donc il faut effectivement aller de l'avant et sortir de ce type de système. Il faut un peu de rigueur et il faut encadrer tout cela, n'est-ce pas, Michel? Tout à fait, tout à fait. Et je rappelle que nous sommes un désert médical, et la Martinique est un oui, désert c'est médical. phénoménal. Il y a des cartes qui ont été publiées, je crois, dans le journal Le Monde, Oui. sur les déserts médicaux de France. Et pour une fois, tu avais les 4 DOM à côté.
donc dans un coin. Et les 4 dames sont tous des déserts médicaux. D'accord, très bien. Bon, dernier thème, juste 1 minute parce que le temps imparti qui nous était accordé est terminé. Richard Ferrand qui lance un pavé dans une flaque d'eau sale. La politique du 3e mandat présidentiel, il souhaiterait. Non, mais je sais pas. Le type est empêtré des affaires judiciaires et là, il propose que le mandat présidentiel, que le président Macron puisse faire un 3e mandat consécutif. Marie-Laurence, quel est ton point de vue là-dessus? Il y a quand même une réflexion sur le cumul des mandats qui est posée ici. Il y a pour moi 3 niveaux dans le cumul des mandats. Le premier niveau, c'est le cumul des mandats par extension, c'est-à-dire qu'on a plusieurs mandats, d'accord, maire, conseiller général à l'époque, conseiller territorial maintenant, comité d'agglo, etc. Bon, voilà. Donc ça, il faut en finir avec ça. Il y a le deuxième cumul, c'est dans la succession, c'est-à-dire, bon, on a 2 mandats. C'est le cas du président. C'est limité à 2 mandats dans le temps. 10 ans. C'est suffisant. Vous avez 10 ans à faire, vous avez fait. Troisième cumul, c'est ce qu'on peut appeler, et qui nous concerne en Martinique, c'est le cumul familial, tribal, clanique. C'est-à-dire qu'une même famille, ou plusieurs familles, colonisent, n'est-ce pas, toutes les administrations et leurs satellites. Ça s'appelle le népotisme. Voilà, d'accord, ok. Donc, tout ça, eh bien, ce sont des maladies qui plombent la démocratie et plombent aussi la vie sociale. Et c'est justement ça, être contre le fait que la politique devienne une profession et un métier. D'accord. Ça, je suis contre. C'est une fonction, la politique. Oui. Tout à fait. Et cette fonction doit être limitée dans le temps, au nombre de mandats et aussi au non-cumul de plusieurs mandats sur une même, sur une même période. Voilà. Alors, décidément. Michel, je me retourne vers toi. On change souvent d'homme politique, mais on ne change pas de système de fonctionnement. Bon, on est passé du mandat de 7 ans au mandat de 5 ans. Oui. Bon. Et à l'époque, on a dit, 2 mandats de 5 ans, ça va. Bon, parce que l'argumentation qui était donnée, c'est que l'exercice d'une politique économique, que le temps politique et le temps économique n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire que accomplir un certain nombre de transformations et de... Tiens, pardon, on parlait de la question des déserts médicaux. Pour faire des réformes de ce genre... C'est une dizaine d'années. Bon. Par conséquent, un mandat de 7 ans, ce n'était pas suffisant. Mais deux mandats de 5 ans, ça me paraît suffisant. Par conséquent, il faut trouver un équilibre entre la nécessité, je parle des mandats à ce niveau-là, hein. Bon, je ne parle pas des mandats locaux. Bon. Encore que, là aussi, dans les mandats locaux, il y a des actions, notamment en matière d'infrastructure, qui peuvent nécessiter 2 mandats. Le mandat, par exemple, du conseiller territorial, c'est 6 ans. On peut estimer que 6 ans, ce n'est pas suffisant pour exécuter un programme de transformation, notamment dans un pays comme la Martinique qui a des problèmes structurels. Entre la mise en chantier, entre l'étude, la faisabilité, la mise en chantier et puis la réalisation effective. Bon. Donc, par conséquent, moi je pense qu'il faut limiter les mandats à 2 mandats. C'est suffisant. C'est suffisant. Il faut tenir compte à la fois de la nécessité d'avoir une cohérence dans l'action politique. Et notamment, dans un pays comme la Martinique, un pays qui est en mal développement, parce que nous avons des problèmes structurels de mal développement auxquels il faut s'attaquer. Et quelquefois, il ne suffit pas, et avec des oppositions d'intérêts,
avec des oppositions d'intérêt. Si on n'a qu'un seul mandat de 6 ans, on ne va pas aller au bout. Je prends l'exemple du TCSP. Le TCSP, tu m'excuses, c'est un travail de Romain. Ça a commencé avec Lise, au moins 25 ans. Par conséquent, la question de l'eau, si on veut résoudre le problème de l'eau, 6 ans, c'est pas suffisant. Ah non. Bon, par conséquent, il faut aussi tenir compte de ces aspects-là. Maintenant, quand on népotisme, alors là, c'est un autre problème. Il faut prendre des mesures drastiques. La Martinique a des travers de petits pays. Nous sommes un petit pays insulaire avec des problèmes de connaissances familiales. Je ne sais pas si on pourra... C'est une question de mœurs, c'est une question de mœurs politiques. Bon, je ne sais pas qui est-ce que tu vises. J'ai reçu... mais vice personne, enfin, je me fais l'avocat de Marie. Non, elle n'est vice personne. Moi j'ai reçu une lettre de quelqu'un qui a démissionné de grands partis politiques. Oui, je vois qui... Oui, tu vois qui c'est? Oui, absolument. J'ai reçu la lettre. Ce monsieur disait qu'il a démissionné parce qu'il a proposé au président de ce parti de lutter, de condamner le népotisme, et qu'il n'a pas reçu de réponse. Bon. Alors Philippe, je te donne la parole. Pas sur ces propos Non, là. Je te demande pas de rebondir sur ce qu'il parle. Oui, alors moi je trouve que les propos de ce monsieur Richard Ferrand sont amusants. Parce que le non-cumul existe, la limitation des mandats existe, ok? Mais lui alors, ancien président de l'Assemblée nationale, bien connu s'agissant de certains dossiers, n'est-ce pas? Eh bien, il prétend que non, il est pour la liberté totale et prévoir des règles de non-cumul ou de limitation du mandat présidentiel. Eh bien, c'était des atteintes, n'est-ce pas, à la démocratie. Et alors, on s'est demandé si derrière ça, il ne voulait pas lancer, n'est-ce pas, la proposition du 3e mandat d'Emmanuel Ier. Bien. Alors, c'était à l'occasion d'une interview du Figaro, n'est-ce pas, qu'il avait lancé ça. Il a été interviewé, mais il a dit « Je n'ai jamais dit ça et je n'ai absolument pas prétendu qu'il fallait effectivement un 3e mandat à M. Macron ». Mais je crois qu'il a été envoyé pour lancer, n'est-ce pas, un ballon d'essai. Tout à fait. Et il l'a bien lancé, mais c'était amusant. D'ailleurs, il faudrait modifier la Constitution, bien sûr, et je ne sais plus, c'est l'article 6 qui devrait s'appliquer en la matière. Enfin, bon, on ne va pas entrer dans le détail, c'est absolument inenvisageable. On a des règles qui sont déjà bien précises, appliquons-les et surtout ne les modifions pas. Très bien. Merci beaucoup. Et je voudrais ajouter à ce que tu as dit qu'en général, on vote l'habitude. Et puis, on rappelle que M. Macron n'a pas fait campagne parce qu'il voulait sans doute éviter les joutes oratoires avec ses contradicteurs. Et il s'est fait élire sur, j'ai envie de dire, sa posture présidentielle. Et il avait, pendant 5 ans consécutivement, parlé à la télévision, donc on le connaissait très bien, et il a bénéficié de l'opportunité de se faire élire contre Marine Le Pen. Mais enfin bon, je vous rejoins absolument. En tout cas, voilà, les thèmes aujourd'hui, chers téléspectatrices et téléspectateurs, les thèmes ont été épuisés, Manuela sera contente. Totalement. On a tout traité. Donc, c'est curieux. Oui. Ah oui, extraordinaire. Ne faisons pas de commentaires. Je vous sens venir sur l'absence d'une certaine chroniqueuse que vous considérez comme étant trop... On va dire rien. Mais tu as pensé. Et on a entendu ta pensée. En tout cas, on l'embrasse, sachant qu'elle n'est pas là. Chaleureusement. Et en lui disant qu'elle nous manque. Et puis, un petit bonjour à tous les chroniqueurs qu'on a l'habitude de rencontrer ici. Bien sûr. Et donc, on vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end sur Zouk Télévision. En vous donnant rendez-vous sur votre émission favorite, le kiosque, la semaine prochaine, pour traiter des événements et d'actualités locales et internationales. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir.